Bonjour à tous, bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue à vous qui nous regardez via le live, les causeries saisies. Aujourd'hui, nous n'avons pas de public, un salarié. Nous remercions Mathieu d'être là aujourd'hui. Je vous rappelle, les causeries saisies, c'est un cycle de conférences qui se déroule de fin octobre à fin avril, tous les mardis de 13 à 14 heures. Vous avez la possibilité de le suivre en live via un lien qui est gratuit, diffusable à tous vos réseaux professionnels et personnels et qui est le même, unique pour l'ensemble de la saison. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme pour voir les causeries qui vous intéressent. Vous pouvez également poser des questions, récupérer potentiellement des supports si on a l'accord du causeur via le mail causerie au pluriel idfc accroché @saisie.fr que vous pouvez retrouver là. Donc causerie au pluriel idfc accroché @saisie.fr pour demander potentiellement le support de la présentation, toute information concernant les causeries ou proposer des causeurs ou des thématiques pour l'année prochaine. N'hésitez pas. Vous pouvez également, via ce mail, poser des questions lors de cette causerie, qui sera du coup plus interactive. Nous n'avons pas de public, malheureusement. Vous pouvez donc envoyer vos questions. Et si vous êtes apprenant, n'oubliez pas de préciser votre formation et votre campus saisi. Vous envoyez votre question et lors de la présentation, je prendrai la parole pour poser la question ou en fin d'intervention en fonction du timing. Je vous remercie tous de nous suivre. Un grand merci, je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser aux causeries saisies et je vous en remercie. C'est grâce à vous, évidemment, qu'on peut continuer malgré les circonstances sanitaires. Je remercie aujourd'hui Samuel Métias, qui a l'habitude, puisque ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le plaisir de participer au programme. Il va vous parler donc de l'agilité au cœur de la transformation digitale des entreprises. Je vais le laisser se présenter. Je lui souhaite donc une bonne causerie, ainsi qu'à vous-même, et à tout à l'heure. Merci Héloïse. Alors je me permets de retirer le masque vu qu'il n'y a personne. Donc on reste dans les recommandations des gestes barrières et de la crise sanitaire. Donc bonjour à tous, merci encore pour cette invitation. Merci de me laisser la possibilité de parler de la transformation digitale et de l'agilité au cœur des entreprises. Je trouve que j'ai beaucoup de chance parce qu'on a pu mettre à peu près tous les mots marketing du moment dans le même titre. Et ça, c'est quand même génial. Je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris ou que vous sachiez forcément très bien ce qui se cache derrière, mais on va essayer de le découvrir ensemble. Mais merci en tout cas de me laisser l'opportunité de faire cette présentation. Donc, avant de commencer, je me présente effectivement. Donc, je m'appelle Samuel Métias. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur puisque je suis ingénieur de formation autour du génie informatique. Après, j'ai fait un master en transformation digitale à Centrale Paris. Et puis, j'ai une carrière où j'ai fait beaucoup de conseils, notamment autour des méthodes agiles et de DevOps. Pendant quelques années, j'ai fait un peu le tour des tours de la défense et du marché français. Et puis, je suis rentré chez Microsoft où j'ai été directeur de l'innovation applicative ces dernières années avant de lancer une start-up, Commit, qui cherche à améliorer le bien-être au travail par l'intelligence artificielle et un mouvement de start-up un peu sur le modèle des fintech, mais plus centré sur l'humain, qui sont les happy tech, et que j'ai la chance aussi de suivre au quotidien. Alors, la transformation digitale au cœur des entreprises, et avec l'agilité et DevOps, déjà, il faut comprendre ce qu'est la transformation digitale. Et la transformation digitale, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quelque chose d'absolument tangible, puisque ça a déjà beaucoup changé. Alors, je ne parle pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est un temps plus certain. Les locations de films, alors peut-être pas en cassette vidéo, d'accord, mais les locations de films, c'est encore quelque chose qu'on vit aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose de très français, puisque avec la chronologie des médias, on a encore obligation de sortir un certain nombre de films en location, alors même si c'est en streaming, avant de pouvoir le voir sur des plateformes, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est encore très présent, finalement, dans notre quotidien. Et c'est quelque chose que les plateformes digitales, comme Netflix, comme Disney+, comme Amazon, ne faisons pas de favoritisme, ont profondément changé. Pareil dans les transports individuels, le taxi d'aujourd'hui, vous avez Internet, vous pouvez le voir arriver, quelle que soit la plateforme, ça a beaucoup changé parce qu'il y a Uber qui est arrivé. Le téléphone. Alors, quand on voit des cabines téléphoniques encore aujourd'hui, on se prend en photo à côté, parce que c'est devenu de plus en plus rare. Mais le téléphone, c'est pas si vieux que ça. Il y a encore si vous avez, il y a une quinzaine d'années, il y avait des chansons sur France Télécom et sur le téléphone fixe. Aujourd'hui, les plus jeunes ne savent pas ce qu'est un téléphone fixe. Le téléphone a énormément changé. Et puis les librairies, Amazon, l'achat en particulier, encore plus pendant la pandémie,
avec l'achat en ligne, on est quand même sur quelque chose qui a bouleversé les habitudes. Donc le digital, c'est quelque chose qui bouleverse, qui change énormément de choses. Et ça, les entrepreneurs, les patrons, les entreprises l'ont bien compris, puisque quand on voit cette étude qui a été faite avec le MIT et Capgemini, on voit que ceux qui adoptent le digital, qui entament, qui consomment cette transformation digitale, eh bien, ce sont ceux qui gagnent le plus, qui ont le plus de parts de marché et qui sont le plus rentables. Et là, tout de suite, ça intéresse. Et donc, forcément, quand on interroge les PDG, les patrons des entreprises, et qu'on leur dit « Est-ce que vous avez ça en tête ? Est-ce que c'est une conviction ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous voulez aller ?» Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Puisque 9 sur 10, donc tout le monde, tous les patrons, vous diront aujourd'hui, si vous leur posez la question, « Oui, mon entreprise fait sa transformation digitale, l'a faite, est en cours de le faire, ou en tout cas, c'est un sujet prioritaire et stratégique pour toutes les entreprises. » Toutes. 9 sur 10, c'est tout le monde. Le 1 sur 10 qui ne vous dit pas ça, aujourd'hui, misez pas sur ces actions en bourse, quoi. Et pourquoi les patrons, aujourd'hui, ont cette conviction forte, ancrée? Pourquoi les entreprises le font? Parce qu'ils ont ce genre de chiffres en tête. Ils ont ce genre de chiffres en tête. La moitié des entreprises du Fortune 500, donc les entreprises les plus riches, les 500 des entreprises les plus riches au monde, ont à peine la vingtaine. Ils sont à peine majeurs, quoi. Ce sont de jeunes entreprises, la moitié. Et les 3/4 du S&P 500, donc des entreprises les plus profitables, seront des startups en 2026, dans 5 ans. Donc les 3/4 des entreprises qui feront le plus de profit dans 5 ans, autant dire demain, ce sont des startups. Donc quand vous êtes patron d'une entreprise aujourd'hui, et que vous avez compris ça, eh bien vous vous dites effectivement que la transformation digitale, ce n'est pas une option pour votre entreprise. C'est indispensable. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on commence à dire « Ok, mais qui le met en œuvre? Comment on le met en œuvre ?» Parce que quand vous commencez à lancer votre plan de transformation digitale dans une entreprise, puisque la transformation digitale se concrétise par des plans stratégiques, se concrétise par des actions qui vont être mises en œuvre concrètement pour y arriver, eh bien ces actions, comme dans toute entreprise, vous avez des porteurs de projets, vous avez des gens qui vont commencer à chercher à porter cette transformation digitale. Et là, on passe de 90% à moins de 40%. C'est-à-dire que moins de la moitié des patrons qui vous disent « la transformation digitale est stratégique et indispensable pour mon entreprise » vont être effectivement le principal sponsor du projet concret de transformation digitale. Moins de la moitié. Ça veut dire que celui qui va porter la transformation digitale dans les entreprises, si ce n'est pas le patron, ce sera un directeur, général en général. Et donc, qui porte la transformation digitale dans l'entreprise? C'est souvent une direction métier. Et quelquefois le marketing et la communication, parce que le marketing et la communication, mine de rien, le digital, c'est un peu leur quotidien aujourd'hui. Je veux dire, qui fait aujourd'hui du marketing et de la com sans parler des réseaux sociaux, sans être en présence sur Internet et sans avoir intégré le digital au cœur de son métier? Donc, la preuve avec les causeries aujourd'hui. Donc, on est bien là-dedans. Donc, le marketing et le digital, c'est ancré depuis longtemps, mais ce n'est pas le marketing et le digital qui produit la valeur qui est dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Ce sont les directions métiers, et donc les directeurs métiers vont se porter sur ce projet et vont commencer à se poser des questions. C'est quoi une station-service connectée? C'est quoi la place des objets connectés dans mon entreprise? Comment l'intelligence artificielle va changer ma relation avec les clients et va m'assurer que j'ai une satisfaction importante? Quelles sont les innovations ou les produits innovants que je vais intégrer demain? Est-ce que l'école, ça va encore se faire avec des cahiers et des stylos? Tous les métiers se posent la question de comment les innovations digitales du moment, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la gestion des données, les écrans et devices interposés, le télétravail, même on va en reparler, mais le fait qu'on utilise des outils à distance, comment tout ça va transformer ou transforme déjà en partie son marché. On parle de tout aujourd'hui, de la voiture connectée à n'importe quel objet. Donc ça, c'est la question que vont se poser les directeurs généraux. Et au milieu de tout ça,
il y a le cœur de la transformation digitale, c'est-à-dire les directions des systèmes d'information. Les directions des systèmes d'information sont au cœur, parce que quand on parle de digital et de transformation, qui est-ce qu'on va aller voir ? Le patron retail ou manufactureur de l'entreprise, il va aller voir le DSI et il va lui dire là, maintenant, il faut que tu me fournisses des services digitaux pour porter mon business de demain et pour fournir des services aux clients. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez le DSI. Et ça, c'est un changement profond, très important, parce que ça change complètement le métier des DSI par rapport à la façon traditionnelle de faire. Un DSI, son premier objectif, quand vous signez, demain, peut-être que certains d'entre vous seront directeurs des systèmes d'information. Ça peut faire partie des évolutions de carrière dans vos métiers. Et si demain vous êtes DSI, le premier objectif qu'on vous assigne, parce que dans une entreprise, vous le savez, vous êtes en alternance ou pour la plupart, on a des objectifs. Et le premier objectif d'un DSI, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de quel était le premier objectif de votre patron ou du patron du service dans lequel vous êtes ? C'est quoi le premier objectif d'un DSI ? C'est pas de fournir de l'innovation. C'est pas d'avoir les logiciels les moins chers, même si tout ça compte. Son premier objectif, c'est que l'IT ne tombe pas. C'est que ça ne plante pas. Quand BNP, pendant une demi-journée, ça ne fonctionne pas, c'est des milliards d'euros de perdus. Et vraisemblablement la porte pour le DSI. Donc le premier objectif d'un DSI, c'est la stabilité de la production, la stabilité de l'informatique, que ça ne tombe pas. Et là, vous avez des patrons qui vous disent « Non, mais moi, si je veux faire de la croissance, si je veux vendre demain, eh bien, il ne me faut pas de la stabilité, il me faut de l'innovation, il me faut des services là, tout de suite, maintenant. Et on n'a pas le temps de les tester. Et si je ne le fais pas, il y a la petite start-up à côté qui le fournit et qui me prend des parts de marché. » Et c'est ça, la transformation digitale. Donc la grosse tension de cette transformation digitale, elle est là. Elle n'est pas dans la vision, même si elle est importante. Elle n'est pas dans la volonté stratégique du patron d'y aller. Elle n'est même pas dans l'exemple que le marketing et la communication peut porter. Elle est dans la capacité des directeurs et des directions des systèmes d'information à fournir de l'innovation sans perdre la stabilité de l'informatique et des services qui sont déjà là. C'est la grosse tension. Alors vient se poser la question, la balance entre gouvernance et contrôle. Comment est-ce que je vais gouverner l'innovation ? Mais vient se poser la question de quoi on parle. C'est quoi l'innovation qu'on demande dans cette transformation digitale qui doit être gérée et absorbée par le DSI ? Eh bien, pour s'adapter, il y a 3 axes fondamentaux. Il y a l'expérience client et l'expérience client. Parce que ce qui est fondamental, c'est l'expérience client. Le digital, il n'est pas là pour se faire plaisir, il n'est pas là pour se dire on a fait un site web responsive qui fonctionne sur tous les smartphones et c'est génial. On est là parce qu'on veut une expérience client et que ça apporte quelque chose. Donc c'est l'élément fondamental. Ça paraît évident. Je suis sûr que là, vous me regardez, vous me dites ok, il est sympa, il vous parle d'expérience client. Évidemment que l'expérience client, c'est fondamental. C'est pas si naturel que ça. Et je vous donne l'anecdote que je donne tout le temps, et puis c'est facile, pour moi, je suis un ancien de Microsoft, donc je peux me permettre. Windows 8, c'est pas un succès mirobolant, Windows 8. Est-ce que seulement il y en a parmi vous qui s'en souviennent de Windows 8 ? Vous savez, cette interface qui s'appelait Metro, vous n'avez plus de menu démarrer, vous aviez des grands carrés, etc. Et on nous a vendu l'expérience client multi-plateforme, que ce soit un écran tactile ou pas. Et bien ça, c'est un Windows qui a été fait en chambre par des ergonomes de très haut niveau, des gens très intelligents, mais qui ont travaillé entre eux et qui nous ont sorti une interface qui n'a jamais été adoptée. On n'a pas pensé expérience client, mais en termes d'ergonomie, je peux vous dire que ça peut aller dans les bouquins scolaires. On est sur du top niveau. On n'a pas pensé l'expérience client. On a pensé à faire un truc un peu académique. L'expérience client, c'est vraiment mettre le client à sa place. Et quand on l'a fait, on a retrouvé un menu démarrer, qui existe encore maintenant dans Windows. La deuxième chose, une fois qu'on a pensé de l'expérience client, c'est évidemment tirer parti des innovations technologiques. Si on a aujourd'hui des écrans tactiles, si on a des tablettes, des smartphones, des montres connectées, qu'on peut mettre des puces un peu partout, qu'on peut créer de l'intelligence artificielle, qu'on a des données à disposition, il faut savoir tirer parti de tout ça pour fournir un service innovant. Donc évidemment, c'est vivre avec son temps et tirer parti de la transformation digitale et de ce que la technologie va pouvoir nous apporter pour réussir cette transformation. Et puis la dernière chose, c'est la sécurité.
Alors la sécurité, là encore, aujourd'hui, ça paraît naturel. On parle de RGPD, on parle de données, on parle de sécurité. Ça paraît être quelque chose de fondamental. Posez-vous la question de pourquoi la sécurité est devenue aussi importante. Parce que ce n'était pas le cas avant. La transformation digitale amène un axe différent de prise en compte de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sécurité avant. Ça n'avait pas la même place dans le service attendu fourni par les entreprises. Il y a quelques années, d'ailleurs ça existe encore, il y a un truc dans le monde du logiciel qui s'appelle la licence perpétuelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La licence perpétuelle, en fait, ça veut dire que vous achetez un logiciel à un moment T, dans une boîte à la FNAC, et qu'il est à vous tout le temps. On ne coupera pas le logiciel. Vous l'avez acheté, il est à vous. Ça, c'était le mode de commercialisation classique des logiciels il y a encore quelques années. Quand vous achetiez Office en 2010, il y a à peine 10 ans, la principale, il n'y avait d'ailleurs que ça, on vendait du Office en boîte. Et le Office en boîte, vous l'avez acheté, il est à vous. Et quand vous avez acheté Office en boîte, si vous lancez Word et qu'il y a un bug de sécurité, vous n'arrêtez pas d'utiliser Word. Vous le remontez, vous attendez le patch patiemment, éventuellement, si c'était vraiment critique, vous contourniez le problème en mettant des barrières de sécurité supplémentaires dans votre système à vous, mais vous l'utilisiez. Alors qu'aujourd'hui, si vous téléchargez un logiciel sur votre smartphone et qu'on vous dit « Ah, faille de sécurité, on pompe vos données », regardez la dernière politique d'Apple sur l'App Store, on oblige même Google à dire quelles sont les données qu'ils utilisent. Google a attendu le dernier jour avant que ses applis soient retirées pour redonner l'information. Parce qu'aujourd'hui, la moindre donnée, telle qu'elle est utilisée, c'est important, et si ça ne vous plaît pas, vous ne l'utilisez plus. On ne consomme plus du tout le digital de la même manière. Et donc l'aspect sécurité, c'est devenu un aspect confiance. On a confiance, on n'a pas confiance, et aujourd'hui, si on n'a pas une confiance absolue dans le service digital qui vous est fourni, on ne l'utilise pas, on en utilise un autre. Et donc c'est devenu un argument nécessaire, indispensable à la commercialisation et au business des entreprises aujourd'hui. Donc la sécurité devient un indispensable. Ça n'était pas forcément le cas avant. Bon, j'ai dit beaucoup de choses sur le digital et la transformation digitale, mais on n'a toujours pas expliqué ce qu'était la transformation digitale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se transformer digitalement? C'est quoi la transformation digitale? C'est difficile à définir. Peut-être d'ailleurs qu'il y a autant de définitions que d'intervenants possibles sur le sujet. Disons que de mon point de vue, pour moi, il y a deux axes fondamentaux pour définir, dans le contexte d'aujourd'hui, si on est dans le cadre d'une transformation digitale ou si on est dans le cadre d'une modernisation informatique un peu banale et pas dans une vraie transformation. Il y a deux choses indispensables, deux caractéristiques, je dirais, indispensables au projet ou au produit qui a l'ambition de dire qu'il se transforme digitalement. C'est un produit qui est de plus en plus réactif et de plus en plus personnalisé. De plus en plus réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité de tirer profit et parti de l'immense océan de données qu'on a en face de nous. Si je vais demain sur le chatbot d'Air France, que je dis bonjour et que le chatbot me répond bonjour madame, je serais un peu vexé. Pourquoi? Parce qu'il sait, a priori, par rapport aux données personnelles que je lui ai fournies, que je suis un homme et je m'attendrais plutôt à ce qu'il me dise bonjour monsieur. Alors limite, s'il ne sait pas, il dit vraiment bonjour. Mais il ne se trompe pas. Je tire parti des données. Quand je vais lui dire je vais voyager, je m'attends, parce qu'il me connaît, à ce qu'il me propose une destination au soleil, plutôt calme, voilà, un peu casanier, ce qui me correspond. S'il me propose Kaboul, avec tout le respect que j'ai pour l'Afghanistan, je n'ai pas ce côté aventureux. Donc je serais surpris. Donc ça veut dire, si je traduis ça, qu'il a été en capacité, j'attends du service digital nouveau, qu'il soit en capacité de mieux me connaître sur les données personnelles, mais aussi de tirer parti des données publiques qui sont accessibles, pour connaître les zones de conflit, les zones recommandées, les zones qui ne le sont pas. Donc il est en capacité de me conseiller à partir de la donnée. Donc cette personnalisation, qui est de plus en plus forte, et qu'on attend de plus en plus dans les services aujourd'hui, c'est aussi un axe fondamental de la transformation digitale de demain. Si je ne suis pas capable de tirer profit des données, est-ce que vraiment aujourd'hui on peut parler de transformation digitale?
Et puis il y a une deuxième caractéristique fondamentale, si on veut parler de transformation digitale, c'est la personnalisation. La personnalisation, de plus en plus, un service aujourd'hui, on attend de lui qu'il soit... la réactivité. La réactivité. De plus en plus, on attend qu'il soit réactif. Je n'accepte plus d'attendre des semaines que quelque chose, d'avoir un retour pour un service, quel qu'il soit. Même pour un service client aujourd'hui. Aujourd'hui, je tends de plus en plus à vouloir une réponse immédiate. On tend vers le temps réel. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que je suis en capacité de répondre au plus tôt à la demande ou aux besoins de mon utilisateur ou de mon client? Et ça, c'est quelque chose qui vraiment aujourd'hui est acté. On peut reprendre l'exemple des smartphones. Est-ce que vous connaissez le temps à partir duquel, si vous n'avez pas mis à jour une application sur l'App Store, toujours Apple, qui sont les plus rigoureux, on va dire, au bout de combien de temps l'application sort? 6 mois. Ça veut dire que si un développeur, au bout de 6 mois, n'a pas mis à jour son application et l'a laissé traîner, eh ben, elle va remonter dans les alertes d'Apple, et si elle est obsolète, elle sort. 6 mois. Ça veut dire qu'on s'attend, dans un cycle naturel, à ce que tous les 6 mois, il y ait quelque chose qui se soit passé à minima. Et 6 mois, c'est long. Aujourd'hui, dans un service, quand je demande quelque chose, j'attends une réponse immédiate. Regardez, ne serait-ce que dans les services bancaires du quotidien. Aujourd'hui, on parle de virement immédiat. Les néobanques font leur beurre sur l'immédiateté des opérations. Et les grandes banques suivent. Bon, elles facturent pour certaines, mais la tendance est là. Donc, 2 aspects. Oui, question. J'avais une question, je rebondis sur le premier aspect. C'est peut-être une question qu'il aurait fallu passer à la fin, mais là j'en profite pour ne pas oublier. Moi, en tant que cliente, ok, c'est intéressant d'avoir des propositions personnalisées, comme vous parliez des voyages ou autres, mais à côté de ça, ça nous limite dans nos choix complètement. Je veux dire, c'est-à-dire que un voyage, par exemple, pourquoi pas proposer quelque chose que j'ai jamais fait, et moi je me dis, tiens, j'y avais pas pensé, etc. Là, on va être complètement cloisonné dans des propositions, dans notre petit confort quotidien, notre zone de confort, on va dire. Et chaque application consciente ou inconsciente, ça va nous focaliser sur les mêmes thématiques, etc. Et j'ai l'impression que ça bride un peu aussi peut-être notre ouverture et notre curiosité et notre découverte d'autres choses, quoi. C'est une excellente question. Et en fait, pour y répondre, il n'y a pas de réponse en tant que telle. Ça dépend de la façon dont sont gérées les données. Effectivement. Dans la transformation digitale, le but, c'est d'aller, quand on parle de données, très souvent, on va tendre vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, dans mon exemple, c'est une intelligence de suggestion. Elle va me suggérer des choses. Et effectivement, dans cette suggestion, il y a une part d'inconnu. Et quand on fait d'ailleurs de l'intelligence artificielle, on met une part d'aléatoire et une part, mais pesée. C'est toujours une notion de bénéfice-risque, un peu comme pour la pandémie. Donc on regarde quel est le bénéfice, le risque, et on met parfois un peu d'aléatoire pour justement sortir d'un cadre qui serait trop fermé. Donc ça, c'est une façon de gérer les données. Si je suis juste dans de la gestion algorithmique de base, sans réelle intelligence, et donc sans cette notion de balance un petit peu, eh ben oui, je vais me retrouver à donner ce que les destinations les plus proches de ce que j'ai déjà fait, et ce sera déjà une forme d'intelligence, mais très basique. Donc sortir de ce carcan, c'est gérer plus de données, mieux. Donc c'est en fait aller encore plus loin dans la transformation digitale, et pas seulement dans de la modernisation, avec un simple algorithme de suggestion peut-être basique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant qu'on a peut-être un peu mieux compris ce que serait une transformation digitale d'un service, vient la question du comment. Et effectivement, c'est là que l'ingénieur a un rôle prépondérant, je dirais. Parce que quand vous allez aller voir les patrons et que vous allez leur dire, et qu'ils vont venir vous dire « je veux plus de réactivité, je veux plus de personnalisation », ils ne vont pas venir vous dire « je veux de l'agile et je veux du DevOps ». Ou alors si vous envoyez un qui rentre dans votre bureau, qui vient vous dire « est-ce que vous faites du DevOps pour mon nouveau service ?» Appelez-moi, je veux l'anecdote. Ça n'arrive pas. Par contre, on vous dit « je veux de la personnalisation, je veux de la réactivité ». C'est ça, la transformation digitale. Bref, ils vont vous dire « je veux être prêt, je veux devenir digital, je veux rentrer dans le monde de demain, qui est déjà un peu celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1 million de nouveaux devices depuis l'année dernière, toutes les heures.
un peu plus encore cette année. 12 ans d'âge moyenne pour aujourd'hui pour les entreprises les plus profitables. Et les deux tiers des traitements informatiques qui passent par le cloud dans 4 ans. Ça, c'est ce monde-là. Et c'est à ce monde-là que les entreprises se préparent. Et c'est ça, devenir digital. Et donc là, la réponse de l'ingénieur, qui connaît son sujet, qui maîtrise, qui comprend ce qu'est la transformation digitale, ça va être l'agilité et DevOps. Parce que ce sont les méthodologies, les façons de travailler, aujourd'hui, les démarches qui permettent de construire les services qui répondent à ce genre de contraintes. Donc il faut avoir les bons outils, les bonnes plateformes, les bonnes données et la bonne méthode. C'est vraiment la différence entre je vais aller moderniser et je vais créer. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas utiliser la méthodologie sur les deux. Et d'ailleurs, très souvent, dans 80% des cas et des dépenses, on va moderniser de l'existant. Parfois, on va moderniser très très fort et on va transformer. Mais on part de quelque chose qui existe. L'autre voie possible, c'est de créer de rien. Des nouveaux services qu'on a imaginés, des choses un peu disruptives. Mais ça, même 20%, c'est presque ambitieux. Très souvent, c'est quand même de l'incrémental. Alors, comment on fait de l'agilité et d'où vient un petit peu l'agilité? La transformation digitale, c'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours voulu aller vers plus de numérique et fait des projets informatiques un peu nouveaux. Et l'agilité, ça vient de très très loin. Ceux qui pensent, moi quand je pose la question en cours, souvent, je dis à votre avis, quand est-ce que sont nées les méthodes agiles? On me répond très souvent, en tout cas très régulièrement, j'en ai au moins un qui me parle de 2001, il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'en 2001, il y a eu le manifeste agile. Et que le manifeste agile a eu, et c'est réel, un impact. Mais le manifeste agile ne marque pas la naissance de l'agilité, puisqu'elle ne fait que reprendre des principes qui existent et les a mis quelque part un petit peu sur papier. Donc c'est une forme d'acte de maturité. Les méthodes agiles, en fait, elles sont nées bien avant dans leurs principes, dans leur façon de faire. Elles sont nées dans les années 70, à un moment en fait où il y a un président américain un peu connu, parce qu'il s'est pris une balle dans la tête, c'était Kennedy, qui est passé à la télé et qui a dit « Nous, l'année prochaine, on envoie des hommes sur la Lune ». Et il était bien inspiré, Kennedy, puisqu'il a fait ça sans prévenir la NASA. Donc les mecs de la NASA, ils étaient devant leur télé, et ils ont regardé comme ça, ils se sont dit « Ah, l'année prochaine, on envoie quelqu'un sur la Lune ». Il était passablement énervé d'avoir vu les Russes devancer les Américains et faire le tour du monde dans l'espace tout seul. Donc il a mis un peu la pression. Le problème, c'est que, du coup, quand on envoie un homme sur la Lune, il y a une problématique, c'est qu'il faut qu'il revienne, il n'y reste pas. Donc il a fallu inventer des choses qui n'existaient pas, qui sont des navettes, des capsules, des vaisseaux spatiaux qui sont capables de faire l'aller-retour. Et de cette ambition est né un programme qui a été le programme de la navette spatiale. Donc c'est pas celui qui a été utilisé pour aller sur la Lune, mais ça a été le programme de la navette spatiale qui part et qui revient. Et le problème avec la navette spatiale, c'est qu'ils sont partis d'une feuille blanche quasiment. C'est un programme tout neuf. Et donc dans les équipes de la NASA, il y avait une équipe logicielle qui devait faire le système embarqué de contrôle de la navette spatiale. Le problème, c'est qu'on leur a dit, voilà, vous allez faire le système de contrôle, le logiciel de contrôle de la navette spatiale. Et quand ils ont dit d'accord, à quoi va ressembler la navette spatiale? On n'en sait rien. On est au début. À quoi va ressembler le tableau de bord? Quelles vont être les commandes? Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? Aucune idée. Par contre, vous devez commencer à faire le logiciel maintenant. Donc, quand ils ont commencé à rédiger les specs, le cahier de spécification fonctionnel, ils étaient embêtés quand même, très embêtés. Donc on n'a pas fait de projet classique. Et donc on a fait ce qu'on ne pouvait pas faire autrement quand on a un tel degré d'innovation, et quand on parle de transformation digitale, on parle d'innovation, on a fait de l'incrémental et de l'itératif. On a commencé à dire qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut programmer maintenant, est-ce qu'on peut le tester, est-ce qu'on peut voir si ça marche, est-ce qu'on peut le corriger, est-ce qu'ensuite, quand on a bien fait ça et qu'on a eu des informations, est-ce qu'on a des nouvelles informations sur le reste de la navette qui nous permettent de compléter un autre petit bout du système embarqué. Et donc, ce genre de projet, ce sont des projets emblématiques, c'est pas un petit projet la navette spatiale, on est d'accord, c'est pas anodin quand même. Et c'est des projets qui ont donné lieu à des méthodes qu'on peut appeler des méthodes agiles. Et les méthodes agiles, l'innovation, elle s'appuie sur 2 éléments fondamentaux. Si on essaye de définir rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'est les principes fondamentaux de l'agilité, il y en a 2 indispensables. C'est l'itération,
on itère. Donc itérer, hein, je ne vais pas faire le prof de français, mais itérer, c'est je refais sur le même périmètre. Je passe, je repasse, je repasse, je repasse, jusqu'à que ce soit abouti. Et puis, il y a le côté incrémental. J'incrémente. Je fais un petit bout, puis un autre petit bout, puis un autre petit bout. Enfin, je veux dire, l'incrémental, c'est le CE1, quoi, hein, c'est les additions. Petit bout par petit bout. Et donc, en faisant ça, je vais aller sur un projet où je démarre d'une esquisse un peu floue, et petit à petit, aller vers quelque chose qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin. C'est ce qui nous fait sortir de l'effet tunnel des projets classiques. Vous savez, ces projets, on vous donne un cahier des charges, on vous dit voilà, il faut faire ça, on ne sait pas ce qui se passe pendant 6 mois, et puis à 3 semaines de la recette, on se dit alors, zut, on n'y est pas. Et puis, on finit avec quelque chose qui ressemble vaguement à ce qu'il y avait dans le cahier de recettes. Quand on a de la chance, c'est un peu flou, mais sinon, ça n'a juste rien à voir. Mais il y a un troisième aspect fondamental pour définir ce que sont les méthodes agiles. Il y a un troisième aspect fondamental, itératif, incrémental, et réfléchissez, qu'est-ce qui change fondamentalement pour arriver à faire de l'innovation? C'est collaboratif. Les méthodes agiles repensent drastiquement la façon de collaborer. L'intelligence collective, encore un mot marketing qu'on devrait mettre dans le titre, l'intelligence collective, cette capacité à vraiment tirer profit de l'équipe pour mieux collaborer, pour vraiment réussir le projet. Cette notion de responsabilité collective qui existe depuis XP, hein, qui est une des premières méthodes agiles, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si je résume, si je devais essayer peut-être un peu naïvement de définir l'agilité en 3 mots, quel que soit d'ailleurs le domaine d'application, qu'on soit dans des projets informatiques ou ailleurs, si je devais définir l'agilité en 3 mots, ce serait itératif, incrémental et collaboratif. Si ces 3 adjectifs s'appliquent, a priori, on est dans l'agilité. Et donc, quand on regarde le manifeste de 2001, ce manifeste qui est important, on se rend compte que dans les principes qui sont cités, on ne retrouve que ça. De la collaboration, de l'itératif et de l'incrémental. On met des mots, mais on n'a que ça. Ce sont les principes fondamentaux d'une démarche agile, indispensable à une réelle transformation digitale et à de l'innovation. Et on ne va pas rentrer dans le détail des méthodes agiles, mais on ne parle pas d'une méthode agile. On dit bien les méthodes agiles. Ce sont plusieurs méthodes. Et puis je me suis dit, avec Oprah Winfrey ce week-end, c'était aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil à la famille royale. Effectivement, ils sont complémentaires, c'est la même famille, mais ils n'ont pas tout à fait la même histoire. On a peut-être la plus populaire, celle qui la plus glamour. On a Scrum, qui est la méthodologie utilisée, vraiment. Et puis on a la méthodologie des ingénieurs, qui aiment bien les choses robustes, carrées, qui sont un peu plus peut-être carrées, je pense que c'est le mot. Voilà, avec XP. XP qui est le papa du Test Driven Development, du TTD, Test Driven Development, TDD. On a aussi des choses qui facilitent la transition vers l'agilité, c'est-à-dire l'agilisation de méthodologies projets qui sont des cycles en V à la base. Unified Process, processus unifié, c'est la méthodologie projet des années 80-90, majoritaire, qu'on trouvait dans la suite d'IBM qui s'appelait Rationalt. C'était cette méthodologie qui a été repensée en mode itératif, incrémental, collaboratif, pour s'agiliser. Donc on est aussi capable d'agiliser des méthodologies peut-être plus anciennes. Et ça facilite la transition avec des équipes qui ont peut-être moins l'habitude. Et puis il y a tout le reste, le Lean Startup, le DevOps, le Kanban, toutes ces méthodologies qui sont aussi des méthodes agiles qui vont s'appliquer dans d'autres domaines. Kanban, c'est dans la production, dans tout ce qui est gestion de la qualité, c'est aujourd'hui la méthodologie majoritaire. Donc, c'est un tout. Mais ce n'est pas une méthode agile. Et ce n'est pas que Scrum. Et si on ne pense que Scrum, on a vu un tout petit aspect de ce qu'était l'agilité. Et d'ailleurs, la bonne méthode pour le projet,
c'est celle qui correspond aux besoins du projet et qui est capable, et on le fait souvent, de combiner ce qu'apportent ces différentes méthodes. On parle de Scrum XP, de Kanban XP, de Scrum Kanban, d'agréger les trois, peu importe. Si ça apporte au projet, c'est bon. Et donc, quand on fait de l'agilité, on va travailler, on améliore la collaboration, mais on oublie souvent, dans cette collaboration, un pan entier des équipes du DSI, le fameux noyau central qui est le moteur de notre transformation digitale. Quand on fait de l'agilité, on travaille beaucoup avec le métier et on travaille beaucoup avec les développeurs. Et on fait des super projets. Et puis à un moment, ces projets qu'on a développés en chambre, qui aboutissent, à un moment, il faut qu'ils arrivent entre les mains des utilisateurs finaux. Et donc pour qu'ils arrivent entre les mains des utilisateurs finaux, si je schématise, eh ben, on les donne à des gens qui donnent accès, c'est la fameuse production. On met en production le logiciel ou le service pour qu'il soit accessible aux clients, aux collaborateurs ou en tout cas aux utilisateurs auxquels il est destiné. Et quand on fait de l'agilité, on ne prend pas en compte, dans les méthodologies agiles, ou assez peu, même si on fait ce qu'on appelle du continuous delivery, quand on veut faire dans l'agilité, on fait en fait de la release continue. Et même dans ça, on a tendance à oublier la prod. Et pourtant, sans elle, aucune innovation n'arrive entre les mains des utilisateurs finaux. Et donc, de l'agilité est née une démarche plus globale qui n'oublie pas cette population, et c'est ce qui va donner lieu à DevOps. Alors c'est pareil, DevOps, c'est un truc sympa, c'est bien sur les slides, c'est très marketing, je peux le dire, j'ai coécrit un bouquin sur le sujet et c'est super bien vendu, on a mis DevOps en très gros sur le bouquin, mais c'est pas toujours clair de savoir un petit peu ce qu'est DevOps, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand on pose la question, on a quasiment autant de définitions que de personnes, qui ne sont pas forcément des définitions fausses en tant que telles. C'est juste que on voit le petit bout de ce qu'est DevOps par rapport à sa fenêtre ou à son prisme, et donc on se rend compte on se dit voilà, pour moi DevOps c'est ça. C'est pas faux, mais c'est incomplet. DevOps c'est une démarche beaucoup plus globale. Une démarche globale qui permet de réduire drastiquement, et donc de gagner en réactivité, de réduire drastiquement le temps nécessaire pour arriver entre les mains des utilisateurs. Et quand on réduit le temps nécessaire, ça c'est un exemple réel issu de Microsoft, ça veut dire qu'on passe de cycle de mise en production, donc de temps nécessaire pour fournir le logiciel aux utilisateurs, de l'ordre de 2 à 3 ans à 2 à 3 semaines. On change un peu d'échelle, légèrement. On passe de l'année à la semaine en ordre d'échelle. Donc c'est un changement majeur. Et donc, c'est un indispensable à la transformation digitale. Parce que passer de l'année à la semaine, c'est ce qu'on peut appeler de la réactivité. Donc essayons de définir DevOps. Difficile de définir DevOps, puisque c'est une démarche globale. Mais moi, j'aime bien m'appuyer sur 3 piliers fondamentaux. DevOps, c'est d'abord une culture de la collaboration. Une réelle culture de la collaboration. Ça veut dire qu'on cherche d'abord à bien travailler ensemble. Si j'oublie ça et que je vais directement à l'automatisation, qui est la partie tech de DevOps, qui est aussi très intéressante, et que beaucoup voient en premier d'ailleurs, j'oublie la chose la plus importante, parce que si j'automatise quelque chose qui ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas mieux une fois automatisée. Donc si je ne sais pas collaborer, ça ne sert à rien d'automatiser mes process. Donc il faut d'abord apprendre à bien travailler ensemble. C'est là d'ailleurs qu'on injecte des principes du Lean. On parle souvent de Lean avec DevOps, etc. Chercher les gâchis, optimiser, mais optimiser surtout ici. Donc on va d'abord mieux collaborer ensemble. Et quand on collabore mieux ensemble, quand on sait fonctionner ensemble correctement, sans forcément d'automatisation ou de technologie au milieu, là on peut réfléchir à y mettre de la tech et à automatiser. Parce qu'effectivement, quand j'automatise quelque chose qui marche, en général ça va plus vite, donc on gagne en temps. Et en plus, ça le pérennise dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant d'une personne de l'équipe qui vient et qui part et qui remet en cause des choses. En général, quand on est dans une chaîne automatisée et qu'il y a des changements dans l'équipe, la personne qui arrive s'intègre dedans. Donc c'est très positif
quand on sait déjà collaborer. Et quand on sait collaborer, on automatise d'ailleurs de la façon dont on collabore. On ne cherche pas à automatiser et optimiser en même temps. Parce que la dernière étape, c'est de se dire, maintenant qu'on sait que ça marche bien et que ça fonctionne de manière automatique, recherchons à optimiser. Alors on n'optimise pas pour optimiser. On optimise parce qu'on va chercher à tendre vers ce qu'on appelle le continuous delivery, vers la livraison continue. C'est-à-dire que tout ce qui est développé arrive automatiquement et de façon immédiate entre les mains des utilisateurs. Et dans ce cycle de continuous delivery, eh bien, tout n'est pas... on ne va pas tous aller vers le continuous delivery. Ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, il y a plein de pratiques, de façons de faire pour y parvenir, qui sont intéressantes. Et c'est ces pratiques-là qu'il faut connaître, qu'il faut savoir répliquer pour tirer de la valeur dans le contexte du projet ou de l'entreprise dans lequel on est. Je n'ai pas forcément le temps d'expliquer plus longuement ce qu'est le continuous delivery, mais j'avais mon anecdote habituelle sur Office, mais ce n'est pas grave. Un mot quand même, qui est intéressant, et qui refait la preuve de ce qu'on est en train de dire. Quand on regarde les objectifs atteints, la valeur délivrée par les projets DevOps, on se rend compte que ce sont très rapidement exactement les mêmes que les objectifs qui ont présidé à un projet de transformation digitale. Alors, le premier, je le mets un peu de côté parce qu'effectivement, on améliore la collaboration entre les devs et les ops. J'ai envie de vous dire, pour une méthode de collaboration qui s'appelle DevOps, c'est plutôt sain. Mais juste après, on a quoi? Tout de suite après, on améliore la satisfaction utilisateur. Tout de suite après, on améliore la qualité. On est plus rapide, on améliore la réactivité. Les deux. Et puis, on améliore la satisfaction, encore une fois, le business, on gagne de l'argent. Et puis tout en bas, au final, on réduit les coûts. Ce qui veut dire aussi que DevOps, comme la transformation digitale, ce n'est pas des projets pour réduire les coûts. Avec la pandémie, souvent, c'est ce qu'on va rechercher, mais la transformation digitale, c'est des projets d'investissement qui préparent l'avenir. Ce n'est pas des projets qui réduisent les coûts dans les médias. Et puis, DevOps, c'est l'agilité plus, entre guillemets, puisque on va être centré sur l'utilisateur, centré sur l'expérience utilisateur et sur toute l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que là où l'agilité va vous apporter des interactions pour mieux comprendre vos utilisateurs en écoutant, en parlant avec lui, en sentant ses besoins ou en voyant ce dont il a besoin, on va aussi, c'est ce que j'appelle les 5 sens, aller un cran plus loin, puisque avec la production, on va aussi entendre le quotidien et le support, et on va aussi voir ce qu'il faut faire et ce qui est nécessaire de faire en production pour que le service continue de tenir. Et donc, on oublie parfois, et même souvent, ces deux aspects quand on va vers la transformation digitale. J'ai encore 5 minutes. Je vais accélérer. Donc, comment on y va? Comment on y va? Comment on y va dans ce projet? Eh bien, on regarde d'abord si on est en capacité d'avoir une production qui peut passer de mise en production 2 fois par an à 2 fois par minute ou à 2 fois par heure. C'est un vrai changement. Si aujourd'hui, je ne suis pas en capacité, quoi qu'il arrive, à mettre en production à une fréquence plus élevée, ça ne sert à rien de transformer toute l'entreprise et de dire donnez-moi des services tous les jours, des nouveaux services. De la même manière, il faut regarder quel est le temps nécessaire pour produire des nouveaux services. Est-ce qu'on a cette agilité? Est-ce qu'on est en capacité? Est-ce qu'on est vraiment en capacité, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, de fournir des nouveaux services? Si oui, alors il faut qu'on puisse les mettre en production. Donc il faut avoir cette double vision pour pouvoir travailler sur un alignement. Un alignement qui passe par une fréquence commune. D'ailleurs, c'est quoi la bonne fréquence? Est-ce que c'est de mettre en prod tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes? C'est quoi la bonne fréquence? Eh bien, la bonne fréquence, c'est celle qui correspond au métier. Si, comme Amazon, j'ai des produits toutes les secondes, il faut que je sois en capacité de mettre à jour toutes les secondes mon outil de production. Mais bon, si je suis dans la grande couture et que j'ai un défilé par an, j'ai peut-être moins besoin. Donc la bonne fréquence, c'est celle du métier.
Et quand je suis en capacité d'écouter mon métier, d'écouter mon directeur général qui me dit « on a besoin de tel ou tel service, la concurrence met en place tel ou tel service », et que je suis en capacité, dans des temps raisonnables par rapport à mon marché, de produire le service et de le mettre à disposition, c'est que je suis en train d'impacter directement la stratégie de mon entreprise et je suis l'acteur clé, fondamental de cette transformation digitale. Du coup, derrière DevOps, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, je vais vite, mais il y a plein de pratiques. DevOps, ce sont plusieurs pratiques. C'est des pratiques pour les développeurs, plus orientés développeurs, mais toujours en collaboration, toujours. C'est des pratiques pour mettre en production de manière plus ou moins automatisée, avec les différents environnements que je peux avoir. C'est ma capacité à provisionner des environnements, à intégrer les données, la sécurité, à faire les tests au bon moment et rapidement, à impliquer mes métiers, à mesurer tout ça, à avoir les infrastructures les plus agiles possibles, avoir une stratégie cloud, qu'elle soit publique, privée, hybride. Aujourd'hui, aller vers de la transformation digitale sans passer par du cloud, ça paraît quand même cavalier, courageux. La sécurité, on va plus haut, plus fort, plus vite, mais pas moins sécure. Les infrastructures, ITIL, le rapport entre agilité et DevOps, ITIL, c'est pas incompatible, mais ça a des impacts. Et puis l'organisation des équipes. Autrement dit, on va travailler tous les aspects qui vont mettre en confiance l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Impliquer le métier pour qu'il soit en confiance, impliquer les développeurs pour qu'ils aient les environnements qui correspondent vraiment à ce qu'il va y avoir en production pour qu'ils soient en confiance, ou impliquer la production dans toutes les phases de test pour que ce qui arrive en prod, on est sûr de sa qualité et on peut le mettre en production en toute confiance. On va travailler la confiance en permanence et tous les prérequis pour que cette confiance soit optimale. Et tout ça, ça s'appuie sur des outils. Alors moi, j'ai gardé les outils plutôt côté Microsoft, mais il y a tout un tas d'éditeurs. Et d'ailleurs, c'est agnostique. Hein, on peut très bien faire fonctionner du DevOps avec... ça n'appartient pas ni à l'open source, ni à des éditeurs payants. C'est vraiment totalement agnostique. Et tous les outils, aujourd'hui, il y a énormément d'outils dans tous les domaines qui sont de très grande qualité pour faire du DevOps. On a une vraie maturité sur le marché aujourd'hui. Tout ça pour dire que, en gros, l'idée, c'est de se concentrer sur le service digital qui apporte de la valeur. Tout le reste, il existe aujourd'hui des stacks logiciels et des infrastructures informatiques et des projets pour le prendre en compte. Et ça, c'est votre job. Aujourd'hui, à la DSI, c'est de fournir tout ça de manière fiable, parce qu'il ne faut pas que ça tombe, mais agile, en capacité à réagir rapidement. Et puis, il y a un autre enjeu qui s'intègre aujourd'hui, c'est les challenges humains. On est sur les challenges vraiment de la collaboration, les enjeux de la collaboration. Et les enjeux de la collaboration, ils ont changé ces dernières années. Ils ont changé d'autant plus qu'il y a un truc qui est passé depuis l'année dernière, qui s'appelle le Covid. Et avec le Covid, c'est plus le même monde. C'est plus le même monde. Et donc se pose la question de comment on va pouvoir maintenir une collaboration, maintenir du lien entre les équipes pour réussir ces projets de transformation. Et ça, c'est pas anodin. Quel est le modèle de demain? Quel est le modèle de travail de demain pour ces équipes? Est-ce que c'est du télétravail constant? Est-ce que c'est un peu de télétravail, un peu de présentiel? Je pose d'ailleurs la question pour à peu près tout, même pour les cours demain au CESI. Donc, est-ce que c'est pas, et c'est un peu l'acte de conviction que moi je fais, un modèle hybride, où on aura plus de travail à distance, forcément, mais on n'en aura pas que, parce que cette notion de collaboration, de lien social, elle est indispensable. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui ressort des dernières études qu'on a ces dernières semaines, hein, quand on regarde sur le télétravail, qu'est-ce qu'on nous dit? Les interactions humaines me manquent, du coup la collaboration est impactée, et je peux être productif sur mes tâches personnelles, mais dès qu'il s'agit de travailler ensemble, c'est plus difficile. Et comment vous voulez faire du DevOps, comment vous voulez faire de l'agilité, comment vous voulez aller sur tout ça qui prône la collaboration, si on n'est
si la collaboration en pâtit. Et donc, il va falloir travailler sur la transversalité des compétences et la capacité à fournir ce lien social constant, quel que soit le modèle et le mode de travail qu'on pourra avoir demain. Et donc, de plus en plus, la problématique de la transformation digitale, dans sa mise en œuvre, va passer d'une discussion méthodologique, technologique, à une discussion vraiment de relations sociales, de liens sociaux et de transversalité, de collaboration des compétences. Et ça, c'est sans doute le défi face auquel on est aujourd'hui et qu'on sera encore plus demain avec la fin de la pandémie qu'on appelle tous le plus rapidement possible de nos voeux. Voilà, j'ai terminé. J'espère que c'était intéressant et que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis avec grand plaisir pour échanger avec ceux qui veulent. J'ai déjà une question, donc je rappelle, envoyez vos questions à causerie@idfc.saisie.fr. Donc une question d'Olivier Ray, de master spécialisé management par projet du campus d'Aix-en-Provence, qui demande comment faire pour implémenter ces méthodes dans les TPE-PME où il n'y a pas de DSI structuré. Sur qui s'appuyer ? Ça, c'est une excellente question. Alors, il n'y a pas de DSI structuré, mais il y a forcément un responsable informatique. Vous avez quelqu'un qui porte les projets informatiques. Après, tout dépend aussi dans les TPE-PME du métier. Est-ce que c'est des TPE-PME de type start-up, éditeur de logiciels ? Est-ce que c'est du service ? Mais à partir du moment où vous avez un responsable de l'IT, digital, DSI, ce que vous voulez, même s'il a plusieurs casquettes, ça peut être quelqu'un qui a plusieurs rôles dans une petite entreprise. Eh bien, c'est avec lui que vous allez travailler pour porter cette organisation-là. Et puis, la transformation digitale, comme je vous le disais au tout départ, il y a un sponsor dès le départ. Donc, dans une TPE-PME, si le patron de la boîte n'est pas sponsor d'une transformation digitale de son entreprise, ne cherchez pas à mettre en place le projet, vous ne pourrez pas. Donc, il y a le côté sponsorship qui est indispensable, et ensuite, chercher la personne qui a la responsabilité de cette plateforme informatique qui va permettre de porter les projets digitaux pour y arriver. Ça, on rebondit avec une deuxième question donc, de Marion Hieroszewski, excusez-moi pour la prononciation, mastérienne spécialisée en sécurité des risques industriels et qui travaille sur une thèse sur l'efficience des systèmes et outils HSE digitalisés. Elle se pose la question sur le financement de ces projets, puisque elle a l'impression que seules les grandes entreprises peuvent s'offrir les talents de DSI ou de plateformes prestataires au vu des tarifs annoncés. Est-ce que cette digitalisation, finalement, serait un process réservé à ce profil d'entreprise, plus spécifiquement ? C'est une bonne question. Déjà, très belle thèse, faut le souligner. Elle vous demande si c'est possible après d'échanger. Mais alors, bien sûr, tous ceux qui souhaitent peuvent échanger. Alors, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver facilement. Mettez-moi simplement un petit message pour dire que vous m'avez entendu à la causerie, parce que sinon, je ne les vois pas dans le flot de demandes. Mais, donc, pour répondre à la question, non, ce n'est pas réservé aux petites entreprises. Après, le financement, ça ne coûte pas forcément très cher. Mettre en place une méthode agile, ou des principes de méthodologie agile dans son travail, dans sa gestion de produits, ça ne coûte rien. C'est une volonté managériale de collaboration. Les outils, aujourd'hui, ils sont gratuits. Si vous avez Office ou Trello ou ce genre d'outils, ça n'a pas un coût insurmontable même pour une petite entreprise. Donc, le coût n'est pas là. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. D'ailleurs, il y avait une idée reçue il y a quelques années, je ne l'ai pas remis dans cette causerie, mais il y a quelques années, quand on faisait la promotion de l'agilité, on nous répondait souvent « Non, mais l'agilité, ça marche que pour les petites entreprises. Ça marche que pour les petits projets. Dès que c'est un gros projet, il faut repasser sur quelque chose de plus sérieux et du cycle en V. » Mais enfin, si une méthodologie, quelle qu'elle soit, ne fonctionne que pour les petits projets et pas pour les gros, c'est qu'elle ne fonctionne pas tout court. Donc une méthodologie fonctionne pour les gros projets, et d'ailleurs c'est le propre d'une méthodologie, donc a fortiori, elle fonctionne pour les petits. Donc c'est une question plus de volonté que de moyens financiers, très honnêtement. Après, effectivement, si on a les moyens financiers, on peut aller plus loin, et on peut acheter des choses, et des outils, et mettre en place des démarches, et prendre des consultants, des experts, etc. Bien sûr, mais même sans moyens ou avec des petits moyens, on peut mettre en place beaucoup de choses.
Donc, il semble que les questions soient terminées. Merci beaucoup. Donc, merci à tous, merci à vous. On va pouvoir conclure sur cette causerie. Merci Samuel. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aux personnes qui participent. Je rappelle que, alors pour cette causerie, Monsieur Métias nous fait le plaisir de vous proposer le support. Si cela vous intéresse, envoyez votre demande à causerie@idfc.fr. La causerie sera visionnable sur la chaîne YouTube Saisie, dans la playlist Les causeries saisies, où vous retrouverez certaines causeries dont les causeurs ont accepté la diffusion. Merci encore à toutes ces personnes qui s'impliquent dans notre événement. La semaine prochaine, nous vous attendons nombreux également pour parler de gestion des crises et des conflits en entreprise. On change de domaine avec Monsieur Galvez, tout aussi intéressant. Nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas, toujours le même lien, je vous le rappelle, unique, et la moindre question à causerie@idfc.fr. Merci encore Samuel. À très bientôt. Et puis, bon après-midi à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.